Bien, bonjour. C'est une nouvelle édition de la revue des grandes unes de la semaine. Merci encore d'être des nôtres aujourd'hui. Qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons la nouvelle expression qui parle de journée de la paix. Monseigneur Samuel Kleda, qui dénonce d'ailleurs l'archevêque métropolitain de Douala, a démontré lors de la messe pontificale du 1er janvier 2018 que la corruption généralisée qui détruit d'ailleurs le Cameroun est donc révélatrice de la profondeur même de la crise morale et spirituelle dans laquelle est donc plongé le pays, le Cameroun. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle de catastrophe économique, gigantesque incendie à Fermancam. Le magasin de stockage de l'entreprise à Douala est donc réduit en cendres, des milliards partis donc en fumée. En page 2 de ce même numéro, on parle aussi des messages présidentiels avec notamment les réactions qui ne tarissent pas, avec aussi quelques acteurs politiques qui discutent, qui analysent le discours du chef de l'État. On parle par exemple de Cyril Sambaka qui est de l'UDC, Jean-Michel du SIF, Maurice Kamto du MRC et Etienne Sonquin, sénateur, à lire dans le dossier de la page 5 à la page 9 de la nouvelle expression. Le journal détective qui est dans les kiosques parle de René Emmanuel Sadi. Notre processus de décentralisation avance avec notamment des méthodes aussi et des déterminations. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation a profité de l'ouverture solennelle de la 4e édition du Salon des communes de l'Ouest le 22 décembre dernier à Banjul pour se prononcer sur les enjeux et les avancées de la gouvernance locale au Cameroun. C'est ce qu'on lit également dans le dossier du journal en page 5 et 8 de ce numéro. Et également dans les kiosques ce matin, on va retrouver Repère qui s'intéresse aussi à l'attitude du gouvernement, notamment la sortie du président de la République, le discours à la nation, c'était le 31 décembre dernier, présidentiel, et le faux suspense de l'année donc sera marqué par l'organisation des 4 élections au Cameroun, dont la présidentielle. Et si la sécurité, tout au moins la situation sécuritaire fait planer quelques incertitudes, on peut également comprendre tout cela dans le journal. Et dans ces dossiers proposés par le journal Repère, le journal parle également de l'exploitation minière dans la région de l'Est Cameroun. On compte déjà 43 décès enregistrés donc dans les sites miniers de la région de l'Est Cameroun. Et tout ça, c'est pour l'année 2017 seulement. À lire aussi dans ce numéro, le budget d'investissement public 2018 déjà, le journal des projets déjà disponible, donc on peut le parcourir aussi dans ce numéro disponible dans les kiosques. Voilà ce que la presse nous propose et que nous avons reçu à notre rédaction. Idriss Lisson, bonjour et bienvenue. Bonne année. Bonne année Flavien, bonne année à tous les spectateurs, bonjour et bonne année aux doyens. Voilà. Jean-Baptiste Sipa, bonjour et bonne année, bienvenue. Bonjour Flavien, bonne année, puisque il faut le répéter, on le répétera jusqu'à la fin du mois de janvier. Oui. Voilà, merci. Et bonne année aussi à nos téléspectateurs. Très bien. Et bien entendu à Idriss. Oui, qui est en face de vous, et avec vous tous les mercredis désormais, enfin depuis 2017, ça fait un an pratiquement, on va le dire. Tout à fait. Alors la presse parle de la journée de la paix, Monseigneur Samuel Kleda qui dénonce, on l'a vu, on l'a suivi, en tout cas c'était le 1er janvier 2018, il a estimé que la corruption généralisée qui détruit aujourd'hui le Cameroun est révélatrice de la profondeur même de ce malaise, de la crise morale et spirituelle dans lequel est plongé bien sûr le Cameroun. Oui Flavien, vous savez que les moments comme ceux-là, passage d'une année à l'autre, nous avons été, on n'est jamais surpris par les homélies de Monseigneur Kleda. Vous savez, il continue la même lancée que son prédécesseur, qui avec lui c'était toujours des rendez-vous à ne pas manquer. Bon, je pense qu'il a fait un constat très clair. Aujourd'hui on s'interroge. Vous verrez qu'au Cameroun, au-delà même des églises traditionnelles, il y en a tellement qui ont décidé de réveiller les Camerounais, mais rien ne change dans les attitudes. On avait cru que en venant les églises dans chaque domicile et même dans chaque quartier, au bord, dans chaque village, les gens changeraient en bien. Mais on constate plutôt que malgré le nom de Dieu qui est utilisé à temps et à contre-temps, les Camerounais persistent dans la corruption et dans le fait du mal aux autres, de s'en contenter, d'être heureux de voir les autres souffrir. Et il y a des agressions, des vols, des viols, tout ça, en tout cas. Et même souvent perpétrés par ceux-là qui sont considérés comme les hommes de Dieu, parce que ça aussi, il faut le relever. Donc, Monseigneur Samuel Kleda a juste attiré l'attention en ce moment fort où on a quand même vu que dans les églises et les chapelles, il y avait beaucoup de monde
contrairement aux jours habituels. Donc, pourquoi n'est pas l'occasion faisant le larron attirer l'attention des hommes? Mais est-ce que le message sera entendu? Est-ce que seulement cette homélie pourra permettre aux Camerounais de se ressaisir? Voilà, c'est la question. Mais seulement, il rappelle que le Cameroun, le pouvoir est donc entre les mains d'un groupuscule de personnes. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup qui souffrent, c'est juste un groupuscule de personnes qui gèrent le pays. Tout à fait. C'est ce que moi j'appelle l'oligarchie et que je qualifie même de plus en plus de comprador. Hein, c'est-à-dire que vous avez un groupuscule, comme le président aime à utiliser le mot, n'est-ce pas, qui a confisqué l'État du Cameroun. Vous savez que c'est un État qui donne la vie à une nation. Lorsque l'État est confisqué par un groupe de personnes qui en font leur affaire, qui le privatisent en fait, on ne peut que se trouver dans une situation comme celle que les Camerounais connaissent. Parce que quand vous avez la totalité des pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir social, plus personne ne peut parler. Quand vous vous sentez dans une sorte de nuage où vous planez, la population qui se plaint devient même votre adversaire. En fait, c'est alors, les dénonciations de Monseigneur Samuel Kleda sont-elles réelles, surtout que c'était lors de la journée de la paix? Oui, mais elles sont réelles, elles sont plus que réelles. Et lui, il est dans son rôle. Il a le ministère de la parole et il doit nous dire comment il voit l'état du pays et nous exhorter quand même à changer. C'est vrai qu'il ne peut pas prendre un décret pour changer quelqu'un, mais il fait ce qu'on appelle une interpellation morale et intellectuelle de ceux qui nous gouvernent. Hein? Parce que, en fait, aujourd'hui, la corruption dont il parle, c'est quelque chose qui a pris ancrage dans la société camerounaise. À la base. À la base. Vous voyez, vous ne pouvez plus demander à un enfant de vous rendre un service si vous ne lui offrez pas un bonbon, vous ne lui donnez pas 500 francs. Vous voyez, c'est pas parce qu'il en a tellement besoin, c'est parce que le réflexe est devenu que si vous ne motivez pas, c'est ça, entre guillemets, quelqu'un, il ne peut pas vous rendre service. Et cela va loin. Vous savez, j'ai assisté à un spectacle où, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, où pour acheter le timbre fiscal, n'est-ce pas, l'usager du service public est obligé d'abord de corrompre l'agent qui doit lui vendre le timbre fiscal. Vous voyez, le prix du timbre fiscal est destiné au trésor public. Mais pour que l'agent vende le timbre, c'est-à-dire collecte l'argent qui va dans la caisse de l'État, il faut que l'usager du service lui donne quelque chose. Lui donne quelque chose, lui à part. Donc en fait, il a privatisé le poste de travail qui lui a été donné et ça devient son petit fonds de commerce. C'est ça qu'on appelle la corruption. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs étrangers comme Camerounais de la diaspora qui viennent ici avec des projets mirobolants. Vous voyez comment ils avancent dans leur démarche, leur négociation avec le gouvernement pour avoir l'agrément ou l'autorisation et au dernier moment, vous voyez qu'ils disparaissent dans le nez, il n'y a plus rien. La raison est simple, c'est que le ministre, le directeur, au dernier moment, appelle l'investisseur, lui dit oui, je vais vous donner tout ça là, mais ma part c'est quoi? Ma part c'est où? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Voilà, il y a des entrepreneurs de travaux publics qui n'achèvent pas leur chantier parce qu'ils ont fait un budget pour gagner un marché. Et puis, chemin faisant, ils doivent donner 10%, laisser 10% à quelqu'un ou à plusieurs personnes au ministère. Ils doivent donner 10% ou 15% chez le gouverneur, 10% ou 15% chez le préfet, puis chez le sous-préfet, puis chez le maire ou le délégué qui lui a fait gagner le marché. Au total, donc c'est une chaîne de toute façon. Voilà, exactement. C'est pour ça que je parle d'ancrage. Vous savez, quand un bateau mouille, il jette l'ancre au fond pour se fixer, pour ne plus bouger. Donc la corruption est à son point d'ancrage au Cameroun. Alors, et c'est ce que tout au moins dénonce Monseigneur Samuel Kleda. Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, Monseigneur Samuel Kleda, comme le doyen disait dans son rôle, et comme toutes ces personnes-là, tous vont à l'église
C'est ça le problème. Toutes ces personnes qui le font, qui sont là, qui savent qu'ils font du mal à la population, mais le dimanche, ils vont à l'église pour dire qu'ils louent le Seigneur. Véritablement, mon Seigneur qui est là, très outré et attire l'attention pour les dire, mais attention, parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent même plus quel est l'intérêt général. C'est-à-dire, tu as une fonction qui te permet d'être utile, de servir les gens. Mais tu oublies ce que tu fais ça pour toi, tu privatises comme le doyen disait, et tu te fixes à dire que chaque jour je dois rentrer avec 50 000 francs. Chaque jour que tu as créé. Et tant que tu ne les as pas, tu t'en fous et tu n'as rien de compte à la personne. Le plus grave, c'est que tout le monde le sait. Tout le monde le sait dans l'entreprise, dans l'institution, et même les usagers qui viennent le savent, et tout le monde a accepté ça. Et c'est pour cela que sur le plan moral, nous sommes, comme on dit véritablement, dans le fond du trou. Parce que, est-ce qu'à cette allure-là, ces gens qui ont décidé de sacrifier véritablement leur âme, alors c'est pour cela, et encore que la petite caste de personnes, telles que le doyen le disait, qui profitent du système et tout cela, à l'époque, on savait que quand quelqu'un a les moyens, il aidait les pauvres, sans en attendre quelque chose. Et il était sincère dans son aide. Vraiment, il n'était pas content seul. Mais aujourd'hui, on n'aide que les gens qui sont dans l'autre. Même si vous voyez les gens venir à l'église et croire au diable ailleurs. C'est-à-dire, peut-être c'est pour contenter la population que nous sommes notre entourage. Pour que vous les voyez, sont assis à l'église là, comme si c'était très fidèle. Mais leur vrai Dieu est ailleurs. Et c'est de ça aussi qu'il s'agit. Parce que si ces gens-là craignaient vraiment Dieu, qui est au ciel, qui donne des enseignements, qui demande aux gens, aux autres de construire la paix. Parce que dans la journée de la paix, ce n'est pas accepté que toi tu manges, tu jettes dans la poubelle, alors qu'il y en a qui sont là, qui souffrent de ça. Et que toi tu vives sur le dos des autres, sur le sang, que tu mets des gens malades. C'est ça aussi la paix. Parce qu'il suffit que ces gens qui souffrent, qui sont frustrés, se lèvent, on sera plus dans la paix. Donc c'est de ça qu'il est question. Non, je pense que le mérite de mon frère Samuel Cléda, si elle touche les cœurs, les uns et les autres en 2018 pourront changer. Mais le diable est tellement fort en eux que je doute fort. Il interpelle les gens à ce niveau. En tout cas, il l'a fait et il estime il constate également que ceux qui sont marginalisés sont obligés soit d'agresser, soit de violer, soit de voler. Absolument, voilà. Absolument. Quand on parle de paix, la paix n'est pas l'absence de la guerre. La paix, c'est cette convivialité qui permet aux gens dans une société de vivre ensemble, de s'aimer, de s'estimer, de se parler, de dialoguer. La paix, c'est pas l'absence d'une guerre. Si tous les Camerounais se mettent d'accord pour bouter le Boko Haram rien que dans le fait de se mettre d'accord, il y a la paix, il y a une démarche de paix. Mais lorsque certains y pensent, d'autres n'y pensent pas, certains pensent simplement à transformer ce champ de bataille en fonds de commerce privé, vous ne pouvez pas parler de paix. Vous savez que dans les fronts là, l'armée, si mes renseignements sont exacts, a l'habitude de prévoir par exemple des indemnités pour les soldats qui vont au front. Il semble que c'est 2000 francs par jour, quelque chose comme ça. Si vous prenez 2000 francs par jour, ça fait 60 000 francs par mois pour motiver, comme on disait tout à l'heure, les soldats qui sont au front. Mais vous avez des officiers supérieurs, les patrons qui vont à la messe tous les dimanches, comme il dit, et qui prennent cet argent et au lieu de 60 000, ils donnent 20 000 francs aux soldats, tranquilles, et ils ne leur donnent même pas l'information. Vous comprenez que ça, quand des gens qui sont à ce niveau de responsabilité, la défense nationale, la construction de la paix, peuvent rouler dans la farine les soldats qui travaillent avec eux quotidiennement, qui sont au front et qui risquent leur vie. Vous comprenez jusqu'où ces contre-valeurs sont allées dans un pays comme le nôtre. D'accord. Alors donc, la journée de la paix, Monseigneur Samuel Cléda dénonce bien entendu beaucoup de choses. On le voit dans cet article en page 3 de la Nouvelle Expression. Le journal parle également ce matin de ces messages présidentiels avec les réactions qui ne tarissent pas. On voit d'ailleurs avec l'UDC, Sambaka qui parle, Jean-Michel Nutieux du social-démocratique Maurice Kamto et bien sûr Étienne Sonquin qui est également sénateur. Donc ces réactions sont dans le journal ce matin pour dire qu'il y a bien des choses qui n'ont pas marché et que ces hommes politiques ont estimé, surtout de l'opposition, ont estimé que Paul Biya n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Il y a par exemple, il y a Cabral Libi
qui estime que le chef de l'État est le seul à prendre sur lui la question donc de l'ajustement structurel, même s'il avait déjà annoncé en 2016 que les choses pourraient marcher, mais 6 mois plus tard, il s'est retourné vers le Fonds monétaire international pour emprunter davantage d'argent. Oui, vous savez, les partis politiques sont déçus de ce discours présidentiel. Allez lire dans la nouvelle expression, que ce soit Jean-Michel Nietzsche, que ce soit Sonko, que ce soit l'UDC avec Sambaka, que ce soit Cabral Libi que vous avez évoqué, tous sont unanimes que ce discours était peut-être une formalité juste pour le chef de l'État, rien à se mettre sous la dent. Mais contrairement à cela, il y a aussi d'autres qui pensent... Vous savez, nous sommes dans un pays aujourd'hui, Flavien, où la presse rend compte juste des opinions des uns et des autres. Et maintenant, on est comme si on a deux camps. On a le camp de ceux qui pensent que tout ce qui vient du chef de l'État ou bien du gouvernement, c'est à prendre comme parole d'évangile, et c'est ça qui est la voie. C'est-à-dire, et ceux-là sont la mordicus accrochée dessus. Il y a ceux qui essayent d'analyser, mais le problème c'est qu'on a analysé. Le mal est que, moi je suis même très mal à l'aise, comme on dit, d'analyser peut-être le discours du chef de l'État ou bien puisque c'est le chef de l'État relève, il l'a relevé depuis plusieurs fois et on n'a pas vu véritablement un changement. Et vous l'avez dit, en 2016, il a annoncé des actes et en milieu d'année, il s'est dédié lui-même et après il revient. Donc vous voyez que finalement, ce discours du 31 décembre reste seulement une option, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous qu'il faut respecter sans véritablement être un lieu où on attend une prise de position et une option. Bon, les uns et les autres le disent. Nietzsche, par exemple, lui, le dit dans la expression de ce jour que les Camerounais attendaient que M. Biya, qu'il ait le courage de dire qu'il démissionne. Voilà, vous voyez, c'est... Et il y a plein de Camerounais qui sont dans cette posture-là. Mais après, il y en a les autres qui vont vous dire que non, le chef de l'État est dans son rôle, et surtout ceux du RDPC, et qui, au lieu de rester dans le fond et les questionnements, parce que les questions essentielles qu'on attend du chef de l'État, que ce soit ce 31 décembre, que ce soit les autres, on n'a jamais vu des questions essentielles prises en main. Dit, le Camerounais vont partir de X à Y et je vais évaluer, en fait, rien du tout. Mais les gens vont plutôt rester sur les questions de personnes. C'est ça, et moi c'est ça qui est dommage. Mais la vérité est que les Camerounais qui sont censeurs de tout cela devront cette année, puisque ça on retient ça de ce discours, qu'il y aura les élections, devront choisir s'ils restent dans ce système de corruption totale, avec tout ce que cela comporte, ou bien, et qui ne se plaignent plus, parce que les Camerounais se plaignent beaucoup dans leur maison, dans leur domicile, mais quand il faut décider de changer les choses, ils tâtonnent. Donc, s'ils continuent de tâtonner et de faire comme cela, qu'ils ne se plaignent plus et qu'ils acceptent, et ça sans se plaindre, donc souffrir sans gémir. Mais s'ils pensent qu'il faut que ça change, qu'ils décident de changer et de voir autre chose. Les censeurs sont les Camerounais et c'est à eux. Très bien, lorsqu'on parcourt notamment ces réactions, on comprend que la simple lecture, c'est ça. Il faut un changement, qu'il soit positif ou négatif, mais il faut simplement un changement de toute façon. Donc, si Jean-Michel Nietzsche, lui, il estime que les Camerounais attendaient que le chef de l'État démissionne, ça n'a pas été fait. Il y a Sambaka, par exemple, de l'UDC, qui dit 2018, l'année de tous les dangers ou encore de tous les espoirs. C'est une question que l'homme politique se pose. Est-ce qu'il y a espoir ou danger? C'est la question. On devrait également savoir, même si le chef de l'État n'a pas de manière spécifique expliqué le calendrier électoral, il a annoncé que l'année 2018, c'est une année des élections. Mais ce que je note, c'est que nos hommes politiques font une mauvaise analyse de la personnalité de M. Biya. Quand Jean-Michel dit que les Camerounais attendaient qu'il démissionne, ça veut dire qu'il ne sait pas que M. Biya ne peut pas démissionner. S'il ne sait pas que M. Biya ne peut pas démissionner, ça veut dire qu'il fait une mauvaise analyse politique, ou alors qu'il est mal informé dans sa analyse. Quelqu'un ne peut pas démissionner d'une fonction qu'il s'est battu toute la vie pour avoir. Surtout que s'il reste là, personne ne lui fera rien. Je ne vois pas pourquoi Jean-Michel Nietzsche pense que M. Biya devrait annoncer sa démission. Bon, et puis d'ailleurs, ce que M. Biya fait tous les ans, tous les 31 décembre, montre qu'il est très fort. Parce qu'il jette quelques paroles en pâture à toute l'opposition et tout le monde se perd en conjecture pendant des mois. Oui, voilà. Les gens vont rester dessus jusqu'à ce qu'un matin, ils les surprennent avec
la convocation du corps électoral. Vous voyez, bon, les choses essentielles, ils n'en parlent pas. Ce que les gens attendaient, les Camerounais attendaient, c'est que le BIA annonce, par exemple, que le Conseil constitutionnel est créé. Vous voyez, Jean-Michel, lui, pas de démission. Il aurait pu attendre qu'on crée un Conseil constitutionnel. Et il dit que la décentralisation va être accélérée. Ça ne veut absolument rien dire. Je me souviens d'un éditorial de Feu Singapo, paix à son âme, au début du renouveau, qui disait que M. Biya conduira le Cameroun vers la démocratie, mais à son rythme. À son rythme. Et ça, et ça, les opposants souvent ne tiennent pas compte de ces petites choses-là. Et on voit bien qu'il gouverne à son rythme. Quand la crise anglophone éclate, son premier discours à ce sujet vient plus de 8 mois plus tard. Vous voyez, quand les gens meurent à Ezeka, vous voyez, après combien de temps il réagit. Là, idem pour Boko Haram. C'est quelqu'un qui a son rythme, qui a aussi ses objectifs, et je doute que ces objectifs-là soient vraiment le bien-être des Camerounais. Et donc, quand on analyse, il faut que les gens prennent les aspects qui font réfléchir les Camerounais et qui leur permettent de commencer à élaborer des stratégies. Parce que M. Biya peut ne pas démissionner et disparaître quand même. Alors, donc, il perd donc les hommes politiques qui s'accrochent sur des petites paroles, voilà, des subtilités, et après... Exactement, sur les artifices, sur les apparences. Ça, c'est l'époque où les hommes politiques doivent dire des choses, faire des analyses sérieuses pour permettre aux jeunes Camerounais de se réveiller, de savoir qu'ils sont roulés dans la farine. Vous voyez, à travers les commentaires des ministres après cette conférence, on se rend compte que malgré le budget national qui évolue tous les ans, le gouvernement se trouve avec une dette intérieure de presque 1500 milliards, et cette dette intérieure sont des créances dues aux petites et moyennes entreprises qui, dans tous les pays du monde, sont les pourvoyeurs d'emplois, les pourvoyeurs d'impôts, etc. On le voit d'ailleurs dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, page 6, avec le président exécutif de la Camerounaise des PME, qui fait savoir quand même qu'avec cette annonce du chef de l'État qui dit que les petites et moyennes entreprises vont peut-être désormais avoir ce qu'elles attendent depuis, c'est-à-dire que les banques leur donnent de l'argent pour évoluer, ça va désormais être positif. Bon, peut-être que l'argent du fonds de misère instantanée, là, va leur permettre de payer, mais il faut poser la question que quand il s'agit essentiellement des entreprises qui sous-traitent, des sous-traitants, qui sous-traitent avec les grosses boîtes étrangères qui gagnent des marchés au Cameroun. Lorsque vous gagnez un marché que vous devez exécuter avec les sous-traitants, je suppose que dans le budget, dans le financement de ce marché, il y a de quoi, il y a de la ressource pour payer les sous-traitants. Alors, comment se fait-il qu'au bout d'un certain temps, on accumule une dette aussi lourde à l'égard des entreprises sous-traitantes, alors que les entreprises qui exécutent les travaux ont touché leur pactole et sont partis? Très bien. Comment cela se fait? Très bien. Alors, ce sont des sujets que je vous invite à lire dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, qui propose tout un dossier à la suite des réactions du message du chef de l'État. C'est dans le journal de la page 5 à la page 9. Alors, autre chose, avant de passer ou de mettre un terme à cette émission, nous allons parler de la décentralisation, le processus, puisque le chef de l'État a évoqué que il y aura un coup d'accélérateur sur la mise en place de la décentralisation. Et on le lit d'ailleurs dans Détective ce matin, que le processus de décentralisation avance avec méthode et détermination. Bon, là encore, si le processus de la décentralisation, Flavien, avançait avec méthode et détermination, on n'aurait pas eu le problème anglophone. Si le processus de décentralisation avançait tel que le déclare le ministre... Avec méthode. Avec méthode, surtout. C'est-à-dire que les mots, ça avait méthode et détermination. Je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que justement, si ce processus était véritablement mené avec méthode et détermination, on serait prêt à attendre les régionales,
on serait plus là à voir que jusqu'aujourd'hui, même dans les fonds de les transferts de compétences, il y en a encore beaucoup qui sont retenus par l'État central parce qu'il y a des gens qui sont assis à Yaoundé qui gagnent d'un vu comme on est dans un système de corruption tel qu'on disait au début de l'émission. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à lâcher du lest dans quelque chose qui leur rapporte à eux parce que quand tu manages un budget, c'est pour ça que les gens s'entretuent pour occuper ces fonctions, Flavien. Parce que dans l'État central, ils ont la même base sur tout ce qui concerne justement les collectivités. Ils ne veulent pas lâcher de l'Est. Et ils sont toujours en train de dire que les collectivités territoriales n'ont pas les compétences qu'il faut, ils n'ont pas du bon personnel, ils n'ont pas, peuvent pas manager ces ressources. Ils vont vous trouver tout un palais, tout un chapelet de choses négatives. Et tous les jours, c'est eux qui gagnent encore de l'argent dans raison des séminaires pour renforcer les capacités de ces personnels, pour faire cela. Mais on constate que 8, 10, 15 ans plus tard, rien ne change. On a toujours les mêmes problèmes, que nous vivons les mêmes problèmes. Et eux, ils ont toujours les mêmes solutions et ils gardent toujours la caisse. Donc moi je pense que cette déclaration ne vaut que pour ceux qui l'ont reçu à Bafoussam. Pour le ministre, ça dit vraiment c'est les déclarations politiques qui... Alors, Idriss parle un peu comme on dit au quartier, tu vends la chèvre en tenant la corde. Tu vends la chèvre, tu retiens la corde. Comme ça, l'acquéreur, lui, il croit qu'il a acheté la chèvre, mais quand il veut entrer chez lui, sans que la chèvre reste derrière, parce qu'elle n'a pas été lâchée. Mais quand j'ai écouté le ministre, ça dit, dans les commentaires d'après le discours de M. Biya, j'ai compris que la décentralisation du Cameroun n'est pas pour demain. Parce que quand on l'interroge sur l'élection, sur la mise en place des conseils régionaux, ce qu'il dit montre que le gouvernement est encore en phase d'étude. C'est-à-dire, on sait comment est-ce que les conseillers seront choisis, sur quels critères, comment est-ce qu'ils seront payés, qui va payer. Vous voyez, même la question des chefferies traditionnelles. Vous savez, quand la loi a été faite en 96... Nous allons sortir de l'émission. Les chefs traditionnels avaient encore une certaine autonomie et on pouvait les considérer comme des représentants des populations. Entre-temps, la décentralisation n'a pas été, les conseils régionaux n'ont pas été mis en place et les chefs traditionnels sont devenus alors des agents de l'État, des agents salariés de l'État. Alors comment est-ce qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui pour savoir comment faire entrer les agents salariés de l'État dans le corps électoral des sénateurs? Est-ce que les sénateurs représentent les fonctionnaires? Très bien, alors merci. Je vous invite donc à lire toutes ces informations en faisant un tour dans les kiosques ce matin. Alors, détective qui parle donc de René Emmanuel Sadi. Notre processus de décentralisation avance avec méthode et détermination. C'est le grand titre du journal. Bien d'autres sujets aussi. Allez, demain nous serons encore là juste après le journal de 9h. Bonne journée à tous.